bien, il y avait derrière l'antiracisme une idéologie très puissante qu'il faut comprendre telle que je l'ai définie, qui est l'idéologie du métissage, qui est aussi une entreprise de destruction de civilisation. Parce que le métissage, ce n'est pas deux cultures qui se rencontrent harmonieusement pour donner une addition du meilleur des deux, mais c'est la destruction de deux cultures enracinées pour se soumettre à une troisième qui est le mondialisme marchand. C'est comme je l'ai dit, quand on fait rencontrer un Français de souche en banlieue et un Français d'origine maghrébine, ça donne pas un musulman avec une baguette de pain et un béret basque, ça donne un délinquant de bande de ghetto américain, c'est-à-dire un type en survêtement dont les pires caricatures aujourd'hui, qui sont comme par hasard des modèles sociaux vendus par Skyrock, on peut en parler, qui est le rappeur type Lafouine ou Booba. Donc en fait, il y a vraiment, dans les deux cas, métissage obligatoire et soumission et destruction du mariage ou mariage pour tous, qui aurait été la destruction du mariage par la dérision, on va dire, toucher à des fondamentaux de civilisation qui sont de l'indifférenciation généralisée, et avec toujours derrière cette idée de marché mondial par la destruction des cultures enracinées et des authentiques cultures historiques. Donc si vous poussez votre réflexion un peu plus loin, vous verrez que l'idéologie du métissage est beaucoup plus profonde en réalité que la question de l'antiracisme, sur lequel nous sommes tous d'accord de façon épidermique. Le racisme est quelque chose de laid, etc. Mais après, derrière l'antiracisme, il y a ce qu'on nous vend, c'est le métissage obligatoire, et rappelez-vous les discours des politiques, vous vous métisserez de gré ou de force, et qu'est-ce que c'est que ce métissage? C'est la destruction de là où vous venez, de là où je viens, c'est la négation de l'islam, la négation du catholicisme, et au profit de quoi? De l'idéologie, qui est pratiquement d'ailleurs une religion, puisqu'elle se justifie que par l'injonction et la colère, et pratiquement le dieu vengeur, qui est l'idéologie mondialiste. Et cette idéologie mondialiste a beaucoup à voir, je vous signale d'ailleurs, finalement, avec l'acceptation du mariage pour tous. Il fallait en passer par là, pour qu'on fasse accepter à la jeunesse qui arrive 30 ans après, qu'il ne reste du progressisme, non pas le progressisme social, mais après avoir dit que le progressisme c'était l'antiracisme comme espèce d'idéologie, de slogan creuse, et ben derrière, c'est l'antiracisme qui a amené la soumission des jeunes cons d'Antifa qui nous traquent, etc., à manifester en masse pour, soi-disant, cet égalitarisme abstrait, une fois de plus, qui serait le mariage pour tous, en pensant que c'est quelque chose de positif, et en ne voyant pas ce que vous avez vu, qui est la destruction d'une structure civilisationnelle. Donc, il n'a pu y avoir, je reviens sur vous, que cette soumission de la jeunesse progressiste naïve au mariage pour tous, parce que d'abord, on leur avait collé l'antiracisme comme critère de gauche, vous voyez. Donc, c'est parce qu'il y a eu l'un qui a pu avoir l'autre, et nous sommes dans une dégringolade, je dirais, du vrai sens du progressisme, de la vraie intelligence et de la vraie prévention de ce qu'est la civilisation. Pour répondre, je dirais complètement à votre question. Banalement, les Arabes qui ont de l'argent, donc les pétromonarchies, devraient être soucieuses d'aider à ces Arabes à s'élever, même dans une logique communautaire, pour devenir une élite, une communauté puissante, un point d'appui. Or, on met beaucoup d'argent dans le PSG, ce qui a donné le Trocadéro. C'est quand même très étonnant. Or, moi, je viens d'une génération à l'époque où il y avait un vrai contre-pouvoir qui faisait qu'on pouvait trouver des sous, c'était l'URSS. Il ne faut pas oublier que nous sommes arrivés dans un monde unipolaire où il n'y a plus que les États-Unis et que tout le monde est soumis et terrifié aux États-Unis et avec Israël, bien sûr, toujours ensemble, et que moi... Pourquoi, à un moment donné, je me suis rapproché du Front National, ce que j'assume totalement, c'est que d'abord, j'ai dégoûté le Parti communiste après que nous ayons subi une attaque violente qui s'appelait le complot rouge-brun, parce que nous essayions de regrouper les patriotes déjà à l'époque pour éviter les pièges qui se sont refermés sur nous. Donc on s'est fait virer du PC parce que le PC était en train de nous trahir totalement. Après, je me suis rapproché de Chevènement, j'ai vu qu'effectivement Chevènement à la fin se soumettait pour 10 places de députés au PS. Et puis à la fin, je suis allé voir qui? Je suis allé voir Le Pen parce que je me dis c'est le seul Gaulois qui tient debout. Les autres, il n'y a que des soumises. Et malheureusement, c'est le constat tragique que j'ai fait. Et j'y suis allé à reculons, moi aussi, au Front National. Il ne faut pas oublier, j'étais 7 ans au Parti communiste, moi. Et au Front National, j'y suis passé quelques mois pour, en plus, faire bouger sur la ligne sociale et sur la ligne, justement, ne pas confondre immigration, islam, etc. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire monter le niveau. J'y suis arrivé, d'ailleurs, partiellement. Parce que vous avez bien tous compris que demain, il faudra que vous discutiez avec le Front National. Hein. Ah, ça y est, pour personne ne pourra y couper. Et qu'on discute en général avec l'autre. Il ne faut pas oublier, quand on veut se réconcilier, on ne se réconcilie pas avec soi-même ou avec son double, ou avec un personnage en carton-pâte, un faux, c'est-à-dire que tout le PS produit depuis des années, des faux beurres, des machins, c'est pas Jamel Debbouze qui va sauver la France. Hein. Voilà. Donc demain, il faudra bien que le représentant des Français de souche, qui est Marine Le Pen, qu'on le veuille ou non, hein, mais c'est comme ça, le système l'a choisi hein, maintenant, et qui est ce qu'elle est, et il faudra bien que ce soit, voilà, Marine Le Pen discute à un moment donné avec peut-être, je sais pas qui d'ailleurs, toi... mais venez quand même armé, hein. Comment? Non, mais... Jamais, non, je rigole. Je veux dire, c'est fondamental de comprendre ça, alors que tout l'antiracisme institutionnel et tous les antifas vous disent il n'est pas question de dialoguer avec l'autre.
On lui pète la gueule, on nie son existence, etc. Et il devient très difficile à un moment de nier l'existence d'un type qui est là depuis le baptême de Clovis et qui a quand même à peu près raison de dire qu'il est chez lui. Voilà. Et on voit bien qu'il y a là-dedans un piège qui est un piège de guerre civile voulu. On veut empêcher aujourd'hui le Maghrébin de se sentir français, on veut l'empêcher de dialoguer avec les Français de souche contre qui on l'a monté depuis des années, et on lui dit même en gros déclare-lui la guerre, notamment en soutenant le mariage pour tous. Alors que fondamentalement, c'est ce que j'appelle le front de la foi ou les valeurs traditionnelles partagées. Vous savez très bien qu'un Antillais, un musulman, un Maghrébin, etc. est très très loin d'accepter, vous allez sans doute d'accord, le mariage pour tous, qui leur paraît un truc de décadent et de dégénéré complet. C'est moi qui parle. Ouais. Moi je suis Antillais et ça me pose pas de problème. Enfin, on a vu quand même monter à la tribune à l'Assemblée un Antillais représentatif qui est en plus franc-maçon et socialiste, je crois, et qui a dit qu'il voulait pas qu'on lui fasse endosser ça à lui comme un progressiste. Et je fais remarquer qu'on a délégué. Madame Taubira n'est pas rentrée en politique pour ça. Elle est rentrée à un moment donné pour défendre l'honneur d'anciennes colonies françaises. Elle était indépendantiste guyanaise. Aujourd'hui, exactement comme on fait porter à Colin Powell la guerre d'Irak avec la fiole d'anthrax, on fait porter à une femme de couleur un combat contre qui la majorité des gens sont contre pour que ce soit elle face à l'histoire qui l'assume. Et ça, c'est encore une saloperie. Comme chaque fois qu'on choisit un collabeur. Tout ça, c'est de la haute stratégie politique perverse. Il faut bien le comprendre. Et c'est tout ça qu'il faut identifier, quel que soit après votre avis sur la question, de savoir que le Français de souche aujourd'hui déteste Madame Taubira parce qu'avec Mademoiselle Belkacem, c'est bien fait tout ça. Une noire, une arabe, pour nous faire prendre dans la gueule un truc dont personne ne veut et qui ne passerait ni en Afrique ni au Maghreb. Il faut pas oublier ça. Madame Belkacem, qui est binationale et marocaine, donne aujourd'hui des ordres aux Français, alors que dans son pays, elle se ferait jeter des pierres. Avec le retour de la marche des beurs au travers de la commémoration du 30e anniversaire. C'est-à-dire qu'on arrive dans un clivage extrêmement pervers. Oui, mais ils sont français. C'est pas la question, c'est des phrases, ça. Je veux dire, c'est des phrases. Un Français, c'est quelqu'un qui se sent français, que les Français se sentent français. Quand t'es obligé de dire toutes les 5 minutes que t'es français, c'est qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est fait pour que les Français identifient Mademoiselle Belkacem comme un agent de l'étranger et Madame Taubira comme un agent de l'étranger. Justement, ils étaient beaucoup plus français avant qu'ils se battent pour cette loi. On est en train de les défranciser. De même que le système est en train de créer de l'homophobie de toutes pièces dans un pays qui, par sa longue tradition de libertarisme sexuel, était sans doute le pays le moins homophobe du monde. On est en train de créer, comme on a créé du racisme, je le dis bien, SOS Racisme, même Zemmour l'a compris, et là, était là pour créer du racisme à toute force. Et aujourd'hui, la loi pour le mariage pour tous, c'est là pour créer de l'homophobie. Vous voyez, comme avant le féminisme a créé de la colère contre certaines femmes de la bourgeoisie, je parle du féminisme officiel et subventionné, on a créé du racisme. En fait, on a créé des communautarismes artificiels et on a créé de l'hostilité pratiquement artificielle pour casser les vrais combats sociaux, la vraie lecture de classe. Et c'est quand même ça qui est fait. Les Américains sont les rois de cette spécialité-là. Ils ont monté les femmes contre les hommes, puis les jeunes contre les adultes avec mai 68, avec toujours d'ailleurs des types qu'on a porté au pinacle, qui n'étaient pas les vrais représentants de l'intelligence de 68, qui étaient plutôt les situationnistes. Et comme par hasard, on a vu les Cohn-Bendit être promus par Paris Match et le système, il est toujours au cœur du système. C'est toujours les mêmes, faut pas oublier. Et donc on a monté scientifiquement les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les immigrés contre les Français de souche, et maintenant les homosexuels contre les hétérosexuels et vice versa. Il y a quand même un système pervers qui crée systématiquement de la division et de la tension pour cacher les vraies lignes de tension qui sont essentiellement socio-économiques. Faut quand même, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et ta remarque, l'air de rien, pour finalement, je dirais, affirmer ton individualité, tombe dans un piège. Tu vois, c'est malgré toi, c'est très compliqué. Il faut apporter certaines nuances. Non, mais je suis d'accord, mais le système fonctionne pas par nuances, il fonctionne par grosses catégories massives et violence, tu vois, et lourdeur, tu vois. La catégorie beurre est une catégorie obscène. On nous a fait croire en France qu'il y avait d'un côté les blancs et de l'autre côté que les arabes et les noirs c'était les mêmes et que c'était donc l'immigré. On a créé une catégorie complètement abstraite qui s'appelait l'immigré. Alors, si on est immigré polonais, immigré suédois, immigré maghrébin, immigré africain, et après tunisien, algérien, marocain, ou malien, ou sénégalais, ce n'est pas du tout la même chose. Or, on a gobé toutes ces catégories dégueulasses que ceux qui nous ont vendu ces catégories n'accepteraient pas pour eux-mêmes. Quand il y avait, je crois, un militant socialiste qui disait, je crois que c'était d'ailleurs, c'était pas Castro, mais c'était le même genre, qui disait, il faisait comme ça, il disait, il n'y a pas assez de beurre et de black dans la politique. Et moi je disais, t'aurais dû dire, mais c'est peut-être parce qu'il y a trop de fudge, on aurait vu la gueule qu'il aurait fait. Ça serait pas passé. Et puis depuis, ils ont fait de nombreuses années au pouvoir, ils en ont pas intégré. Jamais.
Tous les jeunes issus des quartiers, on leur a appris la détestation de la France, l'idéalisation de leur pays d'origine, souvent avec le baratin du FLN, qui est d'autant plus facile qu'ils n'y vont jamais, parce que quand ils y vont, ça se passe pas tout à fait comme ça. Moi, je n'ai jamais entendu une phrase hostile contre la France d'Algériens d'Algérie. Je l'ai toujours entendu de binationaux français, en réalité. Et là, c'est un énorme chantier aussi d'essayer un peu. Moi, je vois à chaque fois que les plus gros problèmes que je rencontre, excuse-moi, c'est avec les binationaux franco-algériens. Tu peux critiquer tous les nationalismes du monde, ils aiment bien, mais quand tu touches à la nation algérienne, ils pètent les plombs. Et moi, quand je disais la France aux Français, les mecs, ils se mettaient à chauffer. Je dis, attends, je vais te le faire autrement. L'Algérie aux Algériens, tu aimes bien? Oui. Le Maroc aux Marocains? Oui. Le Sénégal aux Sénégalais? Oui. Et la France aux Français? Non. Pourquoi? Parce que le PS t'a dit non. Tu vois, je veux dire, la France aux Français, d'autant plus que t'es français aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et dans réconciliation nationale, il y a réconciliation et il y a nationale. On est tous français et on se réconcilie. Parce qu'on a tous intérêt à cette réconciliation, puisqu'on est des citoyens de ce pays, on est là pour y vivre avec nos enfants. Et c'est fini l'époque où tu pensais, comme tes parents, que tu allais te faire enterrer au bled. Aujourd'hui, tu sais que cette question est dépassée. Donc tu as intérêt à réussir ta vie ici, tu le sais. Et pour ça, tu as intérêt à dépasser une névrose sociale qu'on t'a collée de force. Parce que finalement, il y a très peu de gens qui ont envie que tu t'élèves socialement. En réalité, que tu restes à la marge, ça intéresse beaucoup de gens. Et que tu serves de gibier, de prédateur sous commande ou d'armée de réserve du prolétariat, selon les lectures ethnicistes, marxistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui le veulent. Et parmi ces gens-là, évidemment, les antiracistes institutionnels. Hein. Ils veulent surtout que tu n'enlèves jamais ton survêtement, que tu n'appelles jamais tes gosses autrement que Mouloud ou Samir, parce que là aussi, il y a eu des erreurs un peu de fait, qu'on peut comprendre avec des gens qui arrivent, qui n'ont pas Bac+4, qui sont déportés de force. Faut pas oublier les accords qui ont été passés entre gouvernements au moment de la décolonisation, pour que l'Algérie, qui était un pays militaire, plutôt que de s'industrialiser et confier le pouvoir finalement à des économistes et à des ingénieurs qui auraient fatalement pris le pouvoir politique, se sont dit que pour faire de l'argent, on allait jouer sur finalement l'émigration de masse. Parce que et la réponse française a été le regroupement familial. Que cet argent, plutôt qu'il l'envoie au bled, il le dépense en biens d'équipement en France. Parce que c'est ça la lecture qu'il faut avoir. C'est qu'on a fait de l'émigration concertée entre l'État français et l'État algérien, souvent en raptant des gens pratiquement dans les villages, comme on faisait dans le temps pour faire ramer les Français sur les galères. Et puis après on s'est dit, merde, ce pognon qui renvoie au bled, ça serait bien qu'il le dépense ici. Et tiens, on va faire le regroupement familial, parce qu'effectivement on a besoin de relancer la consommation à partir du premier choc pétrolier, hein, c'est à partir de 73. Et tout ça, c'est des réponses dégueulasses à des stratégies dégueulasses. C'est toujours du dégueulasse sur du dégueulasse. On n'est que sur des couches de merde. Je veux dire, c'est ça qui est tragique. Et il y a un énorme travail de le millefeuille de merde là, de revenir à quelque chose de sain. Et malheureusement, c'est un gros travail qui demande de la culture, de l'indépendance d'esprit, de résister à des pressions et des violences, que si vous faites ce genre de truc à l'école, vous êtes viré de l'éducation nationale. L'idéologie de la repentance qui va avec réparation, la finalement est portée par une communauté et une seule, et il y a qu'elle à qui ça rapporte. Exactement. Les autres, finalement, n'ont pas le logiciel profond de dignité, je dirais, pour que ça marche. On a vu récemment que le CRAN, qui a été monté par le CRIF, on leur a dit votre souffrance est tellement incommensurable, on ne peut pas la chiffrer, donc vous toucherez rien. Moi, je leur avais déjà dit dès le départ avec Dieudonné que ça finirait comme ça. Donc c'était pas la peine de se faire manipuler, humilier pour se faire rouler dans la farine. Alors maintenant, le président du CRAN, il est tout colère avec Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy, elle lui dit quoi? Ah oui, tu trouves qu'il n'y a pas assez d'eux, mais alors il y a trop de qui? Voilà. Et elle lui répète 3 fois. Et l'autre, il n'a pas le courage de lui dire il y a trop de toi et de ce que tu représentes. Donc on voit bien comment ça fonctionne. Finalement, l'autre qui espérait toucher un petit billet et qui finalement s'est humilié à nier ce qu'il est profondément, parce que je suis désolé, on a des cultures ancestrales, on a des... Voilà, la pleurniche pour faire du pognon, ça correspond pas aux guerriers bantous, ça correspond pas aux guerriers berbères, ça correspond pas à Vercingétorix. Il y a qu'un seul pays qui a comme monument clé un mur des lamentations. C'est-à-dire que nous, c'est les arcs de triomphe. Vous voyez ? C'est tout. Et déjà, je dis, on ne joue pas dans un sport qui n'est pas un sport dans lequel on est les meilleurs, c'est tout. Sinon, on fait comme Chamby. On aboie, on touche rien, on se fait mal voir, on se fait humilier, on se fait virer. C'est-à-dire que j'ai dit, au bout de 30 ans, il y a un problème de stratégie. C'est pour ça que moi, j'oppose même pas aujourd'hui, je dis, soyez des communautaires intelligents. Et limite, les États-Unis sont un pays sur lequel on peut cracher, mais où il y a des communautarismes totalement acceptés, et au-dessus, le drapeau. Ils sont tous patriotes, en réalité. Donc, on peut très bien imaginer que la France, qui est obligée de muter, parce que l'histoire... Moi, je ne suis pas uniquement sur le sens par l'origine. Il y a aussi
Le marxisme, c'était le sens par le but. Et en fait, on est dans un équilibre des deux, forcément. On sait d'où on vient, et on va quelque part, et en fait, l'ontologie est cette espèce de tension entre le passé et l'avenir. Rechercher uniquement le sens dans le plus lointain passé est une absurdité, hein, puisque l'histoire est un processus en cours. Par exemple, toi qui es antillais, tu as été français avant lui, par exemple, qui est savoyard. Qui suis savoyard, ouais. Mais pour finir mon raisonnement, on peut très bien imaginer demain que finalement la France, qui subit des pressions, le modèle anglo-saxon très fortement, puisse finalement s'en sortir un peu par le haut comme les États-Unis, où on est tous français sans nier nos origines communautaires, parce que le baratin de l'assimilation à Éric Zemmour, il y a que lui qui y croit. S'assimiler à quoi? C'est ce que j'appelais la halalisation du McDonald's, vous savez, les mecs qui se plaignaient que le quick halal. C'est-à-dire que c'était l'islamisation de notre américanisation, vous voyez. Et en fait, quand on parle d'assimilation, c'est assimilation à quoi? Moi, j'y crois pas non plus. Là, il y a très longtemps qu'on n'assimile plus à la France. C'est pas le Grand Condé qu'on a comme modèle, c'est Fernand Nathan, Jules Ferry. Pour moi, c'est pas des Français non plus. Donc, l'assimilation, c'est une escroquerie aujourd'hui. On est passé à autre chose. Mais par contre, il peut y avoir une solidarité communautaire et une conscience communautaire qui, à une échelle au-dessus, fait aussi la fierté d'être français. Exactement comme dans le temps. Je vous signale, on était auvergnat, savoyard ou breton, mais français au-dessus. Et c'est-à-dire qu'il y avait les rivalités de région, et puis à un moment donné, l'équipe de France, c'était l'équipe de France. Pourquoi puisqu'on est dans des systèmes de mutation et que de toute façon c'est comme ça, pourquoi demain on n'arriverait pas effectivement à savoir qu'il y a des Français d'origine algérienne qui sont fiers de leur passé, de leurs parents, etc., et même de combats d'émancipation qui ont été menés, mais qui, compte tenu d'une histoire toujours qui avance, aujourd'hui on dit on est tous Français. Alors exactement comme on le fait à Égalité et Réconciliation, on n'est pas là pour raboter les identités en disant l'assimilation, nos ancêtres les Gaulois. Non, c'est il y a un moment donné, comme dans l'armée de Spartacus, on a des valeurs communes qui sont la dignité, la fierté, le respect des anciens, l'honneur, on sait très bien que ces valeurs sont universelles. Voilà, le bien c'est mieux que le mal, la vérité c'est mieux que le mensonge, etc., etc. On le sait tout ça, et ça participe de toutes des valeurs de nos ancêtres. Le guerrier berbère, le guerrier bantou. Moi je dis Bayard, hein, français sans peur, chrétien sans reproche. Et là-dessus, on peut tous faire la France de demain, qui est cette plus grande France, effectivement, qui s'appelle aussi la francophonie, qui, au lieu d'avoir peur de ce qui est finalement ses chances quelque part, d'avoir un débouché sur la Méditerranée, des liens historiques avec l'Afrique qui ne sont pas à nier, puisqu'il y a eu la colonisation, et que même quand je le dis, quand un Algérien m'insulte, il m'insulte en français, au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire des valeurs qu'on lui a imposées. Ce qui, quelque part, je me dis, quelque part, j'ai encore gagné dans ce combat-là. Autant finalement qu'on arrête de s'engueuler et qu'on passe à la collaboration positive, voilà. Et tout ça est possible, mais l'ennemi impérial n'en veut pas. Parce que la France est un des pays justement où on a toujours été capable d'intégrer, je ne vais même pas dire assimiler très vite, des gens étrangers, et que la France est ce pays assez miraculeux où avec des Polonais, des Italiens, des Espagnols, et pourquoi pas des Algériens, on fait des très très bons Français très vite. Hein. Platini est d'origine italienne, Kovacs c'était pas tout à fait français de souche, etc. C'est un des rares pays qui sait se faire aimer très vite. Morandini. Ouais. C'est important de rappeler ça. On n'est pas ni des Anglais ni des Allemands. On n'est ni Volkisch ni communautaire anglo-saxon. Et donc moi je ne propose pas soit l'assimilation, soit la marginalisation. Je dis ça ne me gêne pas un communautaire intelligent, c'est-à-dire qui effectivement existe par sa communauté, sait d'où il vient, mais à un moment donné a compris qu'il participait à la plus grande France. Et je pense que c'est notre intérêt à tous, notre avenir authentique, et c'est un discours de vérité. Parce que l'assimilation, je vous le dis moi-même, le baratin à la Zemmour, moi je sais que c'est un mensonge. C'est un mensonge puisque tous nos leaders politiques sont des traîtres à la France et ne sont pas là pour magnifier le modèle français, mais pour nous vendre à quoi? À l'Amérique et à Israël. On le sait très bien. Donc quand on sort de ce mensonge-là, on commence à se faire respecter. Donc moi là-dessus, je suis d'accord avec vous. La France que vous n'aimez pas, je ne l'aime pas non plus. C'est un premier préalable. Maintenant, quelle France pouvons-nous faire ensemble en fonction quand même, effectivement, du vrai peuple de France et de la vraie histoire de France respectable. Moi, quand je veux faire aimer la France à un type de quartier, je lui montre Tabarly, je lui montre pas François Hollande, vous voyez, ou je lui montre le Grand Condé ou Bayard, vous voyez. Et d'un seul coup, c'est pour ça que je fais lire l'histoire de France de Bainville aux jeunes. Il y en a plein des quartiers qui le lisent. Cette France-là, on est obligé de l'aimer parce que c'est quand même un très très grand peuple et un très grand pays, la France. Ça existe depuis 1500 ans, c'est pas de la merde. Or aujourd'hui, qui nous dit que c'est de la merde? C'est même pas les types de quartiers. Ce sont nos élus, nos élites, nos profs, nos recteurs d'université, nos éditorialistes de journaux, nos patrons de presse, nos ministres, etc., qui toute la journée nous disent que nous sommes de la merde. C'est-à-dire, et Bouba. Et ils le disent à dessein. Et ils le disent à dessein. Mais Bouba, c'est pas le plus grave, parce que Bouba, finalement, il répète un baratin, il est à Miami, on s'en fout. Mais quand François Hollande, qui est le président des Français, ne sait même pas comment est le drapeau français, s'appelle Hollande, ce qui est déjà pas très, ça s'appelle pas De Gaulle, vous voyez, hein, et nous dit en gros, nous sommes de la merde, nous devons nous repentir, nous devons
nous soumettre à toutes les minorités qui demandent quoi que ce soit. Nous sommes là que pour nous la repentance et la réparation. Aucune communauté humaine ne peut fonctionner là-dessus. Sur la haine de soi, la désintégration, la désagression, et il faut à un moment donné comprendre que ce système-là, finalement, il y a très peu de gagnants dans ce système-là. Quand on va vers un chemin d'un peu de vérité, de vérité et de complexité, pratiquement toutes les tensions et les violences sont désamorcées par un travail de vérité, tout simplement. Quand on va vers la vérité historique, on a 90% de la colère qui tombe déjà parce que toutes ces colères étaient manipulées par du mensonge. Hein, c'est ça aussi. Donc la réconciliation nationale se fait pratiquement automatiquement avec la culture de la vérité. Ce que je veux dire, la culture de la vérité, c'est la culture de la complexité. C'est jamais dire le FLN a un peu fait du roman national pour justifier son pouvoir, donc la vérité serait le contraire. Non, bien sûr que non. Évidemment, c'est d'aller toujours vers la complexité de ce que c'est que la colonisation, la décolonisation, la fausse décolonisation, la nécessité d'un roman national pour un pouvoir, quel qu'il soit républicain ou révolutionnaire algérien, etc. C'est-à-dire que quand on commence à aller vers une culture complexe, fine et profonde, la violence, les raisons de combat deviennent à la fois beaucoup moins nombreux, beaucoup plus essentiels et quelque part plus subtils. C'est pour ça que moi, je n'accepte jamais qu'on me traite d'antisémite, parce que j'ai une telle culture, à mon avis, je crois, de la complexité juive, que je ne peux pas être antisémite. Parce que pour ça, il faudrait que je sois moins cultivé que ça. Je suis même quelqu'un qui connaît beaucoup mieux la question juive que les 3/4 des juifs, et évidemment, celui qui connaît moins bien la question juive, et en général, le nervi séfarade du bétard, qui marchand de jeans à mi-temps. En général, j'incarne beaucoup plus le génie juif que lui dans ma maîtrise de la dialectique et ma connaissance de l'histoire juive, etc., de sa pensée, etc. Oui, voilà. Et donc, quand vous êtes cultivé, vous cessez d'être quelqu'un en général de violent, de bêtement radical, de haineux. C'est ça. C'est pour ça que toutes les solutions finalement sont... et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous interdit d'accéder à la vraie culture. Hein. Voilà, et c'est pour ça aussi, on peut le dire d'une façon très nette, que la connaissance est supérieure à l'action. Parce que l'action ne fait pas disparaître l'ignorance. La connaissance, oui. Je vois que l'Algérie est en train de subir aujourd'hui, comme mise au pas idéologique, ce que la France a subi après mai 68 et ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 30. Donc ce qui est intéressant finalement pour les Algériens aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'exemple de la manière dont on soumet un peuple par une fausse idéologie du progrès, que nous avons vécu nous à partir des années 70, et les Américains dès les années 30, quand on lit Édouard Bernays. Donc vous savez très bien comment va fonctionner le piège. Ça s'appuie sur les jeunes, sur les femmes, sur les jeunes, sur la soi-disant liberté qui serait l'idéologie libertaire, sur la transgression, etc. Le mépris des parents, le mépris de la tradition, c'est-à-dire la culture canale. Vous savez, en fait, l'avantage que vous avez, vous, Algériens, c'est que vous pouvez voir exactement comment on nous a mangé, nous, en France, et comment on a mangé les Américains d'une certaine manière aussi, puisque vous êtes en retard de 30 ans sur nous et nous en retard de 30 ans sur les Américains. Donc vous avez quelque part un avantage sur nous, c'est que vous pouvez regarder notre défaite dans un combat, que vous pouvez vous regarder tranquillement et l'analyser. Donc servez-vous effectivement de la façon dont on a été soumis en tant que peuple français, et pour essayer d'y échapper aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez encore vous sauver, parce que c'est pas totalement fait chez vous. Chez nous, ça va être effectivement plus difficile, et c'est pour ça que je ne suis pas contre totalement cet apport de Français d'origine immigrée, parce que je pense que ça peut faire aussi des combattants, parce que c'est des gens qui, sur notamment le rapport à la famille, au respect des anciens, sont moins déstructurés que nous, qui n'avons plus de père. Moi, je suis né en 58, je suis né sous De Gaulle, donc j'ai eu un vrai père qui m'a fait coller des taloches que je détestais, mais dans ma haine du père, il y a aussi cette structuration qu'on appelle le surmoi dans le freudisme, où il n'y a pas que des conneries. Mais pour les jeunes nés 20 ans après moi, leur père n'était déjà plus un père. Et quand on a un père déficitaire, une mère abandonniste, etc., il y a un vrai problème effectivement de structuration. L'intérêt des jeunes issus de l'immigration souvent, c'est qu'ils ont encore issus d'une famille traditionnelle, notamment d'ailleurs pour les maghrébins musulmans, où il y a souvent la famille, c'est ce qui les sauve. Et c'est ce qui fait que ça peut être des compagnons de combat, parce qu'ils ont encore eu un père et une mère. Et vous savez que, pour reprendre la discussion du début, la disparition du père et de la mère est une des clés fondamentales de la domination de l'Empire sur nous, pour ne faire plus que des consommateurs atomisés, névrosés, totalement individualistes. Hein, la famille est attaquée aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et une famille, c'est quoi? C'est un père, une mère et des enfants. Bon, c'est tout ça qui est en train d'être détruit. Et vous, qui êtes issus parfois de sociétés un peu plus traditionnelles et qui êtes en retard sur le progrès, je dis ça avec une énorme ironie, vous avez la chance d'avoir encore eu un vrai père et une vraie mère, même pour les filles, c'est important. Je vois les filles maghrébines, elles respectent leur père. Ça a été un modèle fort, et ça leur a permis de se structurer, de s'épanouir d'ailleurs dans leur couple, etc. Parce que quand on aime son père, on peut aimer son mari, etc. Nous, on a été démolis après mai 68 au niveau du papa et de la maman. Et moi, je vois que si je tiens encore debout, c'est parce que j'avais 10 ans en 68. Le travail de structuration par le père et la mère était déjà fait, ce qu'on appelle l'Oedipe. Et donc, je finis.
les jeunes issus parfois de l'immigration qui sont en France peuvent être aussi une chance dans un combat collectif parce qu'ils n'ont pas été totalement détruits au niveau de la structure qui passe par de la structuration de la psyché, je veux dire, qui passe par la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de dire, notamment à un militant du Front National. Vous voyez, les sujets à traiter et les lieux de combat, c'est pas nous qui les choisissons. On voit bien qu'il y a des points de chauffe, des points névralgiques, et on va dessus. C'est pour ça que moi, on me dit pourquoi vous parlez pas plus des Français, des paysans, des Français, parce qu'ils ne posent pas de problème, et que le problème ne passe pas par eux. Donc on va là, comme un plombier, il répare pas un robinet qui ne fuit pas, il répare le robinet qui fuit. Donc on voit très bien où sont les points de chauffe, là où l'Empire a trouvé effectivement des failles qui sont effectivement, il va là où il y a des problèmes qui existent. C'est comme en Afrique, je vais en parler avec Lugan demain, il y a une réalité effectivement ethnique, et l'Empire sait très bien aller mettre de l'huile sur le feu en se servant d'une lecture ethnique pour radicaliser des positions, etc. Ce qui veut bien dire que sans le travail malfaisant de l'Empire, il y aurait la paix en Afrique, mais par contre, de ne pas voir la réalité ethnique de l'Afrique, c'est ne pas comprendre comment l'ennemi se sert pour foutre des Hutus contre des Tutsis, etc., etc. Donc il faut à la fois admettre la réalité ethnique, c'est-à-dire les failles, pour comprendre que c'est là où l'Empire pervers va aller mettre de l'acide ou les explosifs pour faire péter. Parce que quand vous voulez faire péter un rocher, vous essayez de trouver là où il y a une ligne de fragilité. Alors les lignes de fragilité, elles sont ces lignes ethniques, ces lignes religieuses, effectivement, ça c'est évident. Et l'Empire ne fait que lister les failles et aller y mettre de la nitroglycérine dedans. Et c'est pour ça que nous, notre combat, c'est d'aller désamorcer ces trucs-là. C'est pour ça que je regrette, j'ai honte même parfois, quand je pense à la souffrance maximale du petit paysan français qui a le plus haut taux de suicide avec le flic et qui ne pose jamais aucun problème, alors qu'en banlieue on met de l'argent à tout va pour c'est vrai, souvent des petits cons qui ne veulent rien comprendre. En tant que Français de souche, je devrais défendre d'abord la paysannerie française martyrisée. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que ces gens-là ne posent pas de problème. Ils ont été éduqués dans le travail, l'humilité, ce qui est le socle du peuple français qui fait que c'est un très grand peuple. C'est les gens qui travaillent énormément et qui ont une très grande pudeur et une très grande capacité de souffrance. C'est ceux qui ont fait qu'on a gagné la guerre de 14 dans les tranchées, cette paysannerie française. Et si je ne vole pas à leur secours, j'en ai honte parfois, c'est parce que l'urgence, malheureusement, ils sont tellement solides, tellement dignes, que l'urgence n'est pas là. L'Empire ne détruira pas la France en passant par eux. Par contre, l'Empire est en train d'essayer de détruire la France en passant par le français en colère des banlieues, qu'on a marre des racailles, et par la racaillerie islamisée avec l'argent du Qatar et l'idéologie des Saoudiens. Et je dis, c'est là qu'on va essayer de faire péter les choses, entre autres, parce qu'aujourd'hui on a vu aussi qu'on avait fait, après le printemps français, on a fait Paris banlieue Antifa, on essaye, en ce moment l'Empire est dans une logique de guerre civile généralisée, en poussant la droite contre la gauche, les jeunes contre les vieux de gauche contre les jeunes de droite, les musulmans contre les hétéros, les femmes contre les hommes avec Caroline Fourest, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont allumé des feux partout, hein, voilà. Et là où il n'y a pas de feu, malheureusement, on dit, pour l'instant, toi tu sais nager, je te balance pas une bouée, continue à nager, on va d'abord balancer des bouées là où il y a des mecs qui se noient. Et c'est vrai, et c'est très... Il y a un petit côté immoral de ma part. C'est vrai que je passe mon temps à parler des banlieues, des musulmans, etc., alors que je suis français blanc catholique et d'origine, je dirais, plutôt paysanne, et que normalement, ma solidarité devrait aller d'abord envers les miens, mais les miens, je sais qu'ils sont tellement solides que pour l'instant, je peux leur dire, vous battez avec vos propres forces. Un jour, voilà. Fais attention quand même. Fais attention quand même. Il y a l'amour est dans le pré, donc. Non, mais c'est vrai que le paysan français, celui qui a subi la plus grosse injustice médiatique aujourd'hui, c'est le paysan français. Hein. Voilà, et le mec de banlieue des fois nous emmerde un peu, c'est vrai. Mais quand on allait très très loin dans l'idéologie, et l'idéologie qui est très loin de la réalité devient l'ennemi, parce que la réalité vous ramène ailleurs et il faut faire des concessions, il faut se restructurer. Et aujourd'hui, on voit très bien que l'idéologie dominante fonctionne entièrement sur la négation haineuse du réel. Hein. Et moi, tout le boulot que j'ai fait toujours, c'est de mettre en relation réelle et physique et immédiate des gens qui avaient appris les uns et les autres que s'ils se rapprochaient seulement à 10 mètres, le feu de l'enfer allait se déclencher. Et chaque fois que j'ai fait ces réunions, qui sont d'ailleurs ces réunions où il y a du français de souche, du français d'origine immigrée, du musulman, de l'africain, parce que aussi on parle toujours de l'immigré comme si c'était finalement le maghrébin et l'africain c'était le même. Il faut arrêter de nous mentir, il y a autant de différences entre un maghrébin et un africain qu'entre un français de souche et un maghrébin. C'est aussi tous ces mensonges, ces fausses catégories du beurre, du black, etc. qui sont vendus par Julien Drey et les autres. Et je vous dis, le vrai travail suffisant pour que ça marche, c'est de mettre en relation réelle les gens. Et aujourd'hui, effectivement, tout le travail du système, c'est d'empêcher les gens de se... Les antifas, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'empêchent des réunions et ils cassent la gueule et ils terrorisent. Parce qu'en fait, leur terreur,
c'est là où on voit que ce sont si le fascisme veut dire quelque chose, c'est bien eux, c'est qu'effectivement, quand ces gens se rencontrent, qu'ils découvrent que finalement, ils peuvent vivre ensemble, qu'ils partagent beaucoup de valeurs, et qu'il n'y a pas de problème. Et on voit bien aujourd'hui que ces jeunes-là de Antifa, tout leur boulot, qui est vraiment les nervis du système, c'est d'interdire aux gens de se rencontrer, pour qu'ils puissent, qu'ils ne voient pas, qui ne déchire pas le voile de l'idéologie dominante et qui ne voit pas la réalité. En réalité, la réalité est devenue le pire ennemi aujourd'hui de l'empire et de l'idéologie dominante. Et cette réalité, elle est quand même, comme disait Diodo, tu éteins ta télé, tu ouvres la fenêtre. Voilà, pour voir s'il fait beau, t'attends pas de regarder la météo, tu sors ta tête de la fenêtre et tu regardes le ciel. Et à un moment donné, s'il pleut, il pleut. Voilà. Et en fait, on en est un peu là aujourd'hui. C'est que les gens, je leur dis, regardez la réalité, ouais, non, la télé a dit le contraire. Je dis non, mais tu regardes la réalité. Et je vous dis, c'est ça, on est dans cette absurdité aujourd'hui qui est intéressante parce que c'est objectivement absurde, c'est que la réalité dit le contraire du discours dominant, à tous les niveaux, économiques, ethniques, religieux, etc., etc. Et à un moment donné, la réalité, comme disait Lénine, l'éternel retour du concret, la réalité, ça pèse quand même un peu. C'est difficile de vous dire qu'il fait nuit quand il fait jour, qu'il fait froid quand il fait chaud, et de vous dire qu'il y a le réchauffement climatique et la sécheresse, alors qu'il a jamais fait aussi froid et qu'il a jamais autant plu. Vous voyez, c'est pas. Et vous dire que l'Europe, ça crée de la prospérité, du plein emploi et de la hausse du pouvoir d'achat, alors que l'Union européenne crée du chômage et de la paupérisation. Vous voyez, à un moment donné, c'est... Voilà, le réel est la réalité est notre force aujourd'hui. C'est pour ça que l'ennemi est incroyablement malhonnête et violent, parce qu'il sait très bien que sur le terrain du réel, on a déjà gagné. Je veux dire, la réalité, c'est ça. Voilà.